place. Et tout de suite, place à l'invité d'André Berkoff. On accueille sur Sud Radio Laurence Taillade, présidente du Parti républicain et solidariste et auteur de ce livre « Être une femme en 2020 », c'est publié chez Michelon. Laurence Taillade, bonjour. Bonjour André, bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Bon, Laurence, alors effectivement, on est un peu, on est chacun chez soi, coronavirus oblige. Et vous avez écrit ce livre, effectivement, que j'ai beaucoup aimé. C'est paru aux éditions Michelon, donc Être une femme en 2020. Mais je voudrais savoir, avant de parler de votre livre, on va en parler longuement, mais qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Est-ce que c'est spécifique aujourd'hui qu'être une femme en ces temps où on nous dit restez chez vous, où on nous fait, où il y a un certain nombre d'obligations, un certain nombre de devoirs en temps de pandémie? Est-ce qu'il y a une spécificité ou pas? Je pense qu'il n'y a pas de spécificité en cette période et les femmes parce qu'elles sont très souvent reléguées au rôle familial ont certainement été les premières à renoncer à leur carrière une fois de plus pour pouvoir s'occuper des enfants. Donc je pense qu'un confinement total va permettre peut-être aux hommes de se rendre compte que s'occuper des enfants, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Ah, de toute façon, ils vont être obligés, puisqu'ils sont tous ensemble maintenant. Il y aura pas vraiment d'alternative là. En tout cas, pendant un moment. Exactement. Mais dites-moi, Laurence, alors, pourquoi, alors moi je voudrais savoir pourquoi ce titre « Être une femme en 2020 ». Est-ce que ça a vraiment changé, par exemple, par rapport à 2000, par rapport à, je sais pas, bien sûr, par rapport à 1800, 1900, oui, ça, on va pas discuter là-dessus. Mais là, c'est quoi être une femme en 2020? Si vous aviez des définitions à donner, des caractéristiques, des pistes, c'est quoi? En fait, moi, je suis partie d'une chanson, de la chanson de Michel Sardou qui a été décriée par certaines féministes. Et je voulais d'abord... les femmes des années 80, c'est ça? Voilà, exactement. Et je voulais savoir si, effectivement, c'était un drame d'être une femme. Étant moi-même une femme, je l'ai jamais vécu comme un drame. Mais pour autant, je voulais voir la question de la condition féminine dans sa globalité. Et donc, je me suis penchée sur les rapports, sur tout ce qui existait pour évaluer cette condition féminine en France. Pour commencer, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à faire. Et effectivement, on se rend compte que la femme, dans à peu près tous les domaines de sa vie, elle est discriminée. Elle vit des différenciations qui sont dues à son sexe. Alors, on parle souvent des discriminations salariales, mais on parle peu des discriminations, notamment en politique. Plus on monte dans le niveau de la hiérarchie politique, et moins il y a de femmes qui sont représentées. On parle mais peu ça a aussi changé, ça, Laurence, non? Ça n'a pas changé, ça, quand même? Regardez le nombre de ministres femmes, regardez... Oui, voilà, le nombre de ministres femmes, en fait, le nombre de ministres femmes, effectivement, il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution au niveau de l'Assemblée nationale, mais si on regarde sur les dernières élections, puisque les élections municipales viennent de passer, en tout cas le premier tour, on se rend compte que, par exemple, on n'a que 16% de maires. Ça veut dire qu'il y a très peu de femmes qui mènent des listes. Et même lorsqu'elles sont deuxièmes de liste, elles sont écartées au moment où il s'agit d'élire le premier adjoint, puisqu'elles ne sont plus que 28,5%, ce qui signifie bien que la moitié de ces femmes qui ont été élues deuxième de liste sont écartées au profit d'un homme. Donc, même en politique, on se rend compte qu'il y a cette discrimination qui est due au sexe. Et puis, alors, après, on peut parler aussi des violences, du viol, même des différenciations en termes de santé, puisque la santé tourne essentiellement autour d'une santé qui est non sexualisée, sauf que lorsqu'il s'agit de développer un médicament, par exemple, on fera essentiellement les tests sur des hommes, et donc certains médicaments ne sont pas adaptés à la femme. Oui, mais est-ce que franchement, qu'il y ait encore des discriminations, c'est évident. Mais est-ce que, par exemple, par rapport à on va pas aller loin, mais par rapport à, vous voyez, il y a eu l'histoire de la pilule, c'était il y a 50 ans maintenant, et ça a vraiment été une prise de la Bastille. Depuis quand même les années 2000, etc., les choses se sont quand même beaucoup améliorées. Vous le reconnaissez quand même, Laurence Taillade. Non, je dirais qu'elles se sont bien plus améliorées entre le début des années 70 et le début des années 2000 qu'entre le début des années 2000 et aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le retour en force, notamment des religions, font que le corps de la femme est confisqué
par le corps social, et que notamment son accès à la sexualité, la liberté d'exposer son corps si elle le souhaite, la question des mariages forcés aussi, doit nous interroger sur la façon dont la société s'empare du corps de la femme et lui refuse un certain nombre de droits qu'elle avait revendiqués et qu'elle avait conquis, que même moi, étant jeune, j'ai pu largement exprimer dans les années 90, et je me rends compte que la jeunesse de maintenant est obligée à un retour en arrière, parce que finalement, une femme qui est violée, c'est de sa faute, elle n'était pas suffisamment couverte. Une jeune fille qui veut avoir accès, par exemple, à l'IVG, eh bien, ça sera beaucoup plus compliqué, parce que les centres de planning familiaux ne peuvent plus ou ne veulent plus remplir leurs fonctions. Je rappelle quand même qu'il y a des centres de planning familiaux qui délivrent aujourd'hui des certificats de virginité pour pouvoir satisfaire à l'ambition de certaines familles. Pardon Laurence, là, oui, mais vous parlez d'une culture et d'un culte précis, soyons clairs. Non, pas du tout, parce que quand on parle du retour des religions, il ne faut pas oublier qu'évidemment, il y a l'islam qui a des revendications très fortes sur le corps des femmes, mais pour autant, quand on prend la religion catholique, il y a un retour en arrière et il y a énormément de pression sur les centres d'IVG. Il y a notamment tous les vendredis matins des prières de rue qui sont organisées face à certains hôpitaux. Oui, mais ils vont pas flamber, pardon, ils vont pas flamber les centres d'IVG, ils vont pas menacer de mort le planning familial. Non, ce que je veux dire, Laurence, simplement, c'est que la question du voile, puisqu'on ne parlait que de ça, est une question centrale dans ce que vous dites. Ce n'est pas un petit phénomène. La question du voile est évidemment une question qui est centrale, mais qui est le symbole apparent d'une société qui est en train d'accepter que la femme redevienne une propriété et finalement ne soit assignée qu'au rôle de son ventre, c'est-à-dire d'assumer la reproduction de l'espèce. De femmes, de cuisinières et de femmes de ménage. Enfin, si on veut être extrêmement caricatural. En fait, on revient à cette forme de complémentarité de l'espèce, des sexes hommes-femmes, alors qu'auparavant on était sur un pied d'égalité. Aujourd'hui, on revient à cette complémentarité. Oui. L'homme va à l'extérieur et la femme retourne à son foyer. Oui, enfin, je crois quand même que ça me paraît quand même un peu schématique, parce que honnêtement, vu le nombre de femmes qui aujourd'hui ne retournent pas à leur foyer et travaillent, vous pouvez pas quand même nier. Alors, je veux bien que c'est peut-être ça a ralenti en raison de certains intégrismes, etc. Mais moi, je voudrais quand même parler une chose, Laurence Taillade, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Il y a quand même un néo-féminisme, il y a ce que j'appelle un doser le féminisme, il y a aussi ça, on l'a vu. Alors, est-ce que on l'a vu un peu partout? Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même chez certaines, je dis pas que c'est une minorité, mais enfin, très bruyante et très agissante et très médiatisée, il y a quand même, c'est presque la guerre civile entre hommes et femmes. Les 2/3 des hommes sont des violeurs en puissance ou en impuissance. Bon, je veux bien, Polanski a fait des choses évidemment très répréhensibles, mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut dire que il faut pas en parler et que son œuvre doit être complètement voilà. Et Woody Allen, je les défends pas. Je veux dire par là que j'ai l'impression qu'il y a chez certains, je veux dire encore un néo-féministe pour moi, une espèce presque de haine de l'homme, quoi. Et c'est assez. Alors en fait, on peut considérer qu'il y a 3 types de féminisme qui essayent de coexister. Il y a une forme de féminisme qui est dans le combat contre les hommes et qui souhaite finalement soumettre les hommes, et qui parle d'ailleurs, quand elle parle de notre société, parle d'une société masculiniste et parle de masculinisme pour des femmes qui demandent finalement l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle considère que c'est pas le combat qui est à mener. Il y a une autre forme de féminisme qui est une forme de féminisme qui va mêler toutes les revendications LGBT, les racialistes, et qui finalement n'est féministe que lorsqu'il s'agit de l'homme blanc de plus de 50 ans, mais ne va pas dénoncer justement ces atteintes au féminisme qui sont notamment le port du voile. Et puis il y a ce féminisme qui doit rester la ligne de crête, qui revendique simplement l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce qui aujourd'hui pose problème dans notre société et rend ce féminisme complètement inaudible, ce sont effectivement cette surexposition des 2 autres formes de féminisme qui se font passer pour simplement des victimes et sont dans un combat d'une violence terrible. Mais au-delà de tout ça, ce qui leur a permis d'émerger, c'est justement l'incapacité de la justice à donner raison à ces femmes qui sont vraiment victimes et qui ne peuvent pas obtenir justice devant les tribunaux. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe? Ces féminismes se sont emparés
des réseaux sociaux, des médias, pour pouvoir finalement transporter cette justice qui aurait dû avoir lieu dans les tribunaux, dans la presse, à la télé, à la radio. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est que l'incapacité de la justice et l'incapacité de la police à pouvoir gérer leur rôle ont fait que la justice se joue ailleurs et que finalement c'est un semblant de justice. Ce n'est plus une justice dès lors que évidemment celui qui est prétendu être l'agresseur ne peut pas se défendre. Donc il faut revenir à une véritable justice forte. Il faut donner des moyens à la police, il faut donner des moyens aux tribunaux pour que les femmes qui sont victimes de violences, qui sont victimes de viols, puissent justement être défendues et puis puissent obtenir justice. Et non vengeance, puisque là on est vraiment dans un phénomène de vengeance. C'est ça. Et c'est important, est-ce que vous dites, si vous frappez au point du bon sens, d'ailleurs Laurence Tayad, et d'ailleurs vous le dites dans votre livre, c'est ça, c'est que en fait, oui, revendiquer l'égalité, revendiquer aussi, c'est-à-dire, en fait, pas tomber dans ce côté, vous savez, c'est aussi les études de genre. C'est-à-dire, je suis dans mon camp et tout ce qui n'est pas mon camp, c'est un adversaire à éliminer. On est pratiquement à ce stade et c'est extrêmement fâcheux. Mais pour vous, par exemple, ça tombe. Et sortir de là, ça, vous dites effectivement la justice et vous avez raison. Est-ce que l'éducation est-ce que l'éducation dans les écoles, dans les collèges, parce que tout se forme là, est-ce qu'elle est, à votre avis, satisfaisante par rapport à cette situation homme-femme? Est-ce qu'on prend les bons choix à l'école? Alors, est-ce qu'on fait les bons choix? Le collège, problème, c'est qu'effectivement, les enfants passent beaucoup de temps à l'école. Ce n'est pas le seul endroit, malheureusement, où ils prennent les mauvais plis, j'ai envie de dire. Ce qui est clair, c'est qu'on reconnaît une humanité à la façon dont elle traite les femmes. Et là, on se rend compte qu'il y a eu des évolutions, bien entendu, au sein des foyers, mais il y a des reculs. Donc, on doit vraiment s'interroger sur le système éducatif, évidemment. Mais le problème, c'est que le système éducatif, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de familles qui sont ces familles traditionnalistes, qui justement remettent en cause le rôle de la femme dans la société en tant qu'être humain, être humain égal, on ne la considère pas autrement que comme un être humain évidemment, mais qui la remettent en cause comme être humain égal avec les hommes, eh bien eux sont dans un système de contournement de l'éducation nationale. Ils sont dans des écoles privées. Donc tant qu'on on n'arrivera pas à résoudre ça, c'est-à-dire la question d'une école forte, une école républicaine, d'une école laïque qui transmet des valeurs universalistes, eh ben on n'arrira pas à résoudre ce problème-là aussi. Et vous connaissez bien la laïcité, vous l'avez suffisamment défendu, Laurence Tayad. Laïcité reste un maître mot on a tendance un peu à négliger en ce moment. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait, parce que la laïcité est vraiment au creux de l'émancipation de l'être humain, de son élévation, parce que dès lors que l'on arrive à donner le choix, parce qu'il n'est pas question de rendre la société totalement athée, il est question de donner le choix aux individus de croire dans ce qu'ils ont envie de croire, mais dès lors qu'ils ont reçu suffisamment d'armes intellectuelles pour pouvoir faire ce choix. Or, si on extrait les enfants de l'éducation nationale, il est évident que ces armes intellectuelles ne leur seront pas systématiquement données, et c'est bien ça le problème qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Oui, mais je veux dire, écoutez, rien dans le public, tout dans le privé. Vous faites ce que vous voulez dans votre privé, on respecte toutes les croyances, mais l'imposition dans le public, effectivement, de sa croyance est inadmissible, il faut le dire. Enfin, c'est là, et vous le dites d'ailleurs, vous l'avez dit dans d'autres livres et dans d'autres déclarations très bien. Mais pour revenir à cela, à l'histoire, est-ce que vous n'êtes pas frappé aussi de quelque chose, Laurence Tayad? Parce que quand vous dites l'égalité, on le voit dans le monde entier, regardez le combat extraordinaire des Iraniennes. Il y a des avocates, et vous le savez mieux que moi, en prison parce qu'elles ont défendu ces femmes qui veulent enlever leur voile et qui sont passibles de prison, sinon de torture, etc., etc. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que, je reviens à ça parce que moi je suis frappé, c'est qu'au lieu de défendre les mordicus, ces femmes d'Iran et d'ailleurs, qui se battent, mais avec un courage incroyable pour être elles-mêmes, eh bien, certaines de nos féministes, eh bien, non, elles restent sur le mâle hétérosexuel blanc depuis 50 ans, se peler, se galer, d'où nous vient tout le mal. C'est le cas de le dire.
Exactement, c'est justement le problème de ce mélange des genres dans ces nouveaux féminismes qui finalement manque de longueur de vue, j'ai envie de dire, parce que lorsqu'on s'élève un tout petit peu, on se rend compte que ce voile est un symbole et un symbole, il ne peut pas être déconnecté de son universalisme. C'est bien le principe du symbole. Et le symbole du voile sur le plan universel, c'est évidemment le symbole de l'asservissement de la femme. Et effectivement, quand on regarde ce qui se passe en Iran, en Arabie Saoudite et dans d'autres pays où l'islam politique a pris le pouvoir, la première des décisions est celle de voiler les femmes. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on a des politiques en France qui refusent de voir ce qui est une évidence ailleurs, qui refusent d'entendre les cris de ces femmes justement ailleurs, qui sont soit fouettées, soit pour certaines enfermées, pour d'autres passées à l'acide. Je rappelle qu'il y a des jeunes filles comme Katia Bengana qui est morte de s'être élevée contre le port du voile il y a une vingtaine d'années en Algérie. Et donc pour l'honneur de ces femmes, pour le respect qu'on leur doit, on devrait combattre ce voile. Et je ne comprends pas que Paris continue à vouloir organiser des Jeux Olympiques en 2024 en invitant ces nations qui pratiquent un apartheid sexiste. Parce que dès lors que les lois créent des différenciations sexuelles, c'est de l'apartheid. En l'occurrence, en Afrique du Sud, quand il y a eu l'apartheid racial, on l'a exclu des Jeux Olympiques. En France, on considère finalement que l'apartheid racial, c'est plus grave que l'apartheid sexiste. Ça veut dire qu'on peut discriminer la moitié de la population sans problème par rapport aux Jeux Olympiques, mais que le reste est plus problématique. Donc, comme le dit une de mes amies, Annie Sugier, que je salue parce qu'elle fait un combat magnifique autour de ça, eh bien, finalement, tant que les Noirs courront plus vite que les femmes, eh bien, leur cause sera défendue. C'est assez terrible effectivement, et c'est très exact, c'est très démonstratif. En fait, Laurence Taillade, aujourd'hui, on en a longuement parlé, il y a des démissions, mais il y a aussi des combats. Par exemple, ces combats que mènent un certain nombre de femmes. Moi, je suis très frappé aujourd'hui en France. Regardez, votre livre et Elisabeth Badinter, un certain nombre de femmes quand même se battent très fortement et se font entendre. Moi, je suis très frappé de voir qu'un certain nombre de combats aujourd'hui sont menés par des femmes, enfin les femmes sans tête avec un S apostrophe, et non pas les femmes sans tête comme le voulaient les vieux sexistes. Oui, c'est exact. Alors, il faut quand même rendre justice parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont joints au combat féministe. Je parle notamment dans mon livre de Victor Hugo, qui a été un des tout premiers à s'exprimer. Il y a eu Condorcet. Donc, il y a eu des vrais féministes au cours des siècles, mais leur voix a été peu entendue. Oui, aujourd'hui, ce sont essentiellement des femmes qui portent ce combat-là, mais pas que. Le combat pour la laïcité, parce que les femmes ont compris que c'était un combat important pour leur émancipation, est essentiellement porté par des femmes. Finalement, les hommes ont tendance à se cacher derrière leurs petits doigts quand il y a ces sujets-là. Et puis on constate que le clientélisme politique qui fait énormément de mal, notamment sur la question de la laïcité et donc par effet de ricochet sur la question des femmes, est essentiellement une instrumentalisation masculine. Donc dès lors qu'il y a de l'ambition, eh bien on se rend compte que le courage n'est plus là. Oui, on peut parler, vous pensez au racolage électoraliste, par exemple, qu'on voit justement dans certaines mairies et autres municipalités. On peut être complètement d'actualité. La semaine dernière, Christian Estrosi allait encourager une messe, une prière collective ou une messe, je ne sais plus exactement, dans sa ville contre le coronavirus. Est-ce que c'était vraiment le moment d'organiser ce type de rassemblement? Est-ce que c'était son rôle d'élu d'aller participer à ce type de rassemblement au mépris complet de la loi de 1905? Non, non et non. En faisant ça, en réalité, il permet l'émergence de formes traditionnalistes qui sont dérangeantes pour notre société. Il remet en cause la laïcité, et dès lors qu'on remet en cause la laïcité dans une société, on fait reculer la condition féminine. Donc ce n'est pas son rôle, et sans compter le fait qu'en plus il a mis en danger les gens parce qu'il permet la propagation d'un virus ultra dangereux. Oui. Comme il y en a eu à Bobigny, enfin dans d'autres circonstances. Et partout ailleurs, mais c'est vrai que ça a été l'exemple le plus frappant, c'est qu'il en a fait la promotion lui-même sur ses murs de réseaux sociaux. Ouais. Donc je trouve ça quand même relativement grave et irresponsable. Ouais. Et
En fait, alors, être une femme, si on avait à se résumer, Laurence Taillade, être une femme en 2020, c'est encore beaucoup de combats à mener. C'est-à-dire, vous dites, en fond, ce serait quoi la victoire? Vous dites pas, vous, la victoire, c'est quand l'homme sera asservi et ou, comme certaines le disent, aura disparu, puisqu'ils disent avec la PMA, GPA, maintenant, on peut faire sans hommes, donc on n'a plus besoin d'eux, on fera les banques du sperme et puis ils disparaîtront. Mais alors, où est, encore une fois, aujourd'hui, pour vous, le bon équilibre, je n'ai pas le juste milieu, mais le bon équilibre? Le bon équilibre, c'est le jour où on ne se posera pas la question de savoir de quel sexe on est né. C'est-à-dire, alors ça ne veut pas dire qu'on doit abolir la différenciation des sexes, elle existe, mais c'est que lorsque l'on se retrouvera dans la condition d'un recrutement, on ne se posera pas la question de est-ce que l'on a face à nous une femme qui est en âge de procréer ou est-ce qu'on a un homme. C'est le jour où on sera en capacité de rémunérer de la même façon les hommes et les femmes. C'est le jour où on ne demandera pas aux femmes de se tenir de façon pudique. C'est le jour où finalement un garçon manqué sera une femme réussie. Ce jour-là, eh bien, on aura gagné. Parce que je pense que la femme ne doit pas être assignée à un type de comportement, ne doit pas être assignée à un type de métier, ne doit pas être moins bien payée. Et la femme, elle doit pouvoir s'assumer. Je pense que la femme, elle est belle quand elle s'assume, quand elle est épanouie. Et donc, on doit la laisser s'assumer. Oui. Eh bien, je veux dire, Laurence Taillade, il y a la très belle définition de Françoise Giroud. Le problème entre hommes et femmes sera réglé quand on mettra une femme incompétente à la tête d'un ministère. Mais ça, je crois que c'est fait. Alors, Allez, restez avec nous, Laurence Taillade, et restez bien avec nous, André Berkoff. Je rappelle que Laurence Taillade est présidente du Parti républicain et solidariste, qu'elle nous présente son livre « Être une femme en 2020 ». C'est publié chez Michalon. 0826 300 300, c'est votre tour de prendre la parole sur Sud Radio. Vous nous appelez, vous prenez la parole, soit pour nous parler justement de la condition des femmes en 2020, ça c'est le sujet de l'ouvrage de Laurence Taillade, soit aussi bien pour nous décrire finalement comment vous vivez cette première heure de confinement, puisque c'est depuis midi qu'on est censé rester chez nous, ou alors sortir seulement si on a une bonne raison, et comment bien justement vous avez réagi à toutes les actualités qui ont pu être abordées par André Berkoff au cours de l'émission. Nous on se retrouve juste après les informations. À tout de suite sur Sud Radio. Et les confinés parlent aux confinés, et on vous attend, auditeurs de Sud Radio et de Berkoff dans tous ces états. C'est à vous. Et je rappelle qu'on est toujours en compagnie de notre invitée, Laurence Taillade, présidente du Parti républicain solidariste et auteur de ce livre « Être une femme en 2020 ». C'est publié chez Michalon. À vous de jouer maintenant, André Berkoff l'a dit, 0826 300 300. Vous nous écoutez, vous nous appelez pour prendre la parole sur Sud Radio. Nous parlions de confinement. Et bien tout de suite, on va retrouver Patrick, qui est confiné depuis un peu plus longtemps que les autres, parce que lui, il nous appelle depuis l'Espagne. Oui, bonjour Patrick. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Oui, voilà, je vous Alors, appelle pas trop dur, depuis Carthagène. Donc je Carthagène. vous situe, Ouais. Oui, c'est une ville qui est à environ 100 km au sud d'Alicante. C'est une ville d'environ intramuros, ça doit faire 180 000 habitants. C'est un gros arrondissement parisien, on va dire. Ouais. Et vous êtes, comme on dit, confiné depuis quelque temps déjà en Espagne? Eh ben, écoutez, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, ici, les Espagnols se sont pratiquement auto-confinés depuis vendredi, alors qu'il n'y avait pas encore de mesures officielles. J'avais donc un ami qui était venu me voir de France et j'ai dû le ramener rapidement à Alicante pour qu'il prenne son vol samedi. Et en fait, parce qu'on me disait que la ville allait être bouclée. Bon, elle l'a pas été, mais vendredi soir, qui est une soirée très mouvementée dans le centre-ville ici, il y avait un bar ouvert. Et depuis, et y a plus, tout est fermé, bien entendu. Tout est fermé. Les déplacements sont restreints, la police patrouille. Je crois qu'il y a une nouvelle mesure qui a été prise depuis aujourd'hui. Vous risquez une amende si vous n'avez aucun intérêt à être dehors. Par contre, j'ai suivi votre émission ce matin s'agissant des médecins en France qui a des problèmes de masques et tout. Bon, hier, j'avais un rendez-vous chez le dentiste, tout le monde était masqué, ganté. Ensuite, j'en ai profité pour aller dans un hypermarché d'une marque très connue française qui s'apparente plus à un rond-point, vous voyez le genre. Et là, tout le personnel avait un masque, mais pas juste le simple masque, un vrai masque et des gants. Les caissières, donc, les vendeurs. Ils sont tous ils sont équipés en Espagne. Ce que vous dites, en tout cas à Carthagène, ils sont équipés. Tout le monde est équipé. C'est intéressant, c'est pas le cas. Par contre, il n'y a pas un seul masque en vente pour nous, ça c'est sûr. Donc, faut se débrouiller avec les moyens du bord, quoi.
Mais voilà, donc tout le monde est équipé et les gens respectent bien toutes les consignes. Il y a une autodiscipline qui m'a vraiment surpris parce que bon, c'est un peuple assez, une ville assez violente. C'est les Latins sont pas connus pour leur discipline. Hein. Bah oui, mais justement là, il n'y a pas eu de souci, quoi. Ouais. C'est assez Mais ce que vous dites, oui, et juste, Patrick, donc vous êtes allé chez votre dentiste, donc les cabinets médicaux, tout ça, ils sont tous équipés, quoi. Ils sont tous, normalement, ils sont tous dans le avec gel et masque et compagnie. Où je vais, oui, ils ont tous ça, oui. Ouais. Même j'ai croisé une patrouille de police ce matin, puisque je suis sorti, juste après 5 minutes, les policiers avaient tous un masque et des gants. Bah écoutez, voilà une bonne chose. J'espère que ce n'est pas le cas, en tout cas en France. J'espère que ce sera le cas assez vite. Mais en tout cas, voilà que l'Espagne donne l'exemple. C'est bien. Merci, Patrick. Merci à vous, Patrick, de nous avoir appelés, en tout cas depuis l'Espagne, sur Sud Radio. Portez-vous bien. Hein. Continuez à nous donner des nouvelles, d'ailleurs, soit au 0826 300 300, soit sur la page Facebook de Sud Radio. Direction Draguignan. On retrouve Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Bonjour André, bonjour à toutes et à tous. Voilà André, moi j'ai une question qui me taraude, c'est la question des migrants. Concernant cette pandémie, parce qu'on en a débattu depuis de nombreuses années, on continue à le faire, et là depuis quelque temps, plus rien. Donc je suppose que ces pauvres gens n'ont pas disparu, et que c'est une population qui vit d'une grande précarité. Et je m'interroge de savoir ce qui est fait les concernant et le risque qu'ils peuvent apporter malheureusement supplémentaire à la société par le fait de cette précarité. Voilà. Je pense que ils sont des quelques milliers, hein, je pense, à vivre avec cette problématique. Et est-ce que malheureusement... Oui, vous voulez dire vivre dans la précarité et presque dehors, enfin presque des SDF. Bien quoi, sûr, enfin, et ils vivent, on nous dit de ne pas nous approcher les uns des autres, et ils vivent les uns sur les autres. Voilà, donc je pense que ça peut aussi, si on ne s'occupe pas d'eux, devenir un problème supplémentaire. Mais voilà, écoutez, en tout cas, c'est une... c'est une vraie question et c'est une vraie question, je veux dire, qui est posée. J'espère, je pense, sachant que effectivement ce problème existe et on le sait, j'espère que les autorités prennent effectivement cette question en charge. Il va y avoir, vous savez, beaucoup de choses. Vous parlez des migrants. Moi, je pensais à autre chose aussi, et je veux pas du tout affoler qui que ce soit. Mais je pense qu'il va y avoir aussi, vous savez, des choses dans un certain nombre de quartiers ou de cités, etc., où personne ne parle de ça. Mais à partir du moment où les dealers, et vous savez que le chiffre d'affaires de la drogue, de la vente de drogue est de 3 milliards d'euros par an en France, 3 milliards, en tout cas beaucoup plus d'1 milliard, eh bien aujourd'hui que les clients vont se faire extrêmement rares because confinement, je pense qu'il peut y avoir aussi des choses qui se passent, parce que vous avez toute une économie parallèle, personne ne parle de ça, l'économie va en prendre plein la poire, et l'économie officielle, l'économie connue, mais l'économie parallèle qui nourrit un certain nombre de gens de cités et autres, va aussi en prendre pour son grade. Et c'est à observer, en tout cas ce sera à observer dans les semaines à venir, qu'est-ce qui va se passer là-dessus, parce que ce n'est pas négligeable, bien sûr, ce n'est pas les mêmes chiffres que l'économie globale, mais enfin c'est pas négligeable, je pense surtout au niveau de ce que ça peut engendrer comme réaction violente. Merci, merci de votre... Oui, merci Jean-Paul, on le disait tous les deux en même temps. Vous voyez André, on a eu le même sentiment. Mais c'est bien, on est voilà. Pour une fois, on est sur la même longueur d'onde, on est d'accord. Merci Jean-Paul de nous avoir appelé depuis Draguignan. On remonte un petit peu en France, on va dans le Puy-de-Dôme, on retrouve Annette. Salut Annette. Bonjour. Oui, bonjour Annette. Bonjour à tous. Oui, moi je voulais... Allô ? Oui, on vous écoute, Annette. On vous écoute. Moi, je voulais revenir aux conditions des femmes et juste vous citer quelque chose qui m'est arrivé, une histoire qui m'est arrivée il y a 15 ans, à peu près une quinzaine d'années. J'ai dû consulter un neurologue parce que j'avais des douleurs près de la tempe. Donc, je consulte ce neurologue qui a pignon sur rue
et qui m'explique que c'était normal parce que c'était la ménopause, etc., donc plus d'hormones dans quelques temps. Parce que vous comprenez, madame, entre 45 et 50 ans, les femmes donc ne peuvent plus à partir de 45-50 ans, les femmes ne peuvent plus procréer, donc elles ne servent plus à rien. Voilà. Et il vous l'a dit comme ça? Ah oui. Et il m'a dit qu'on ne servait plus à rien. Bah, voilà. J'ai trouvé ça d'une élégance extraordinaire et d'une intelligence extraordinaire pour un neurologue. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire, parce qu'il faut savoir que ça existe. Oui, tout à fait. Et Annette a complètement raison. Alors, ça remonte pas à hier, hein. Malheureusement, c'est ce que nous signifient aussi les textes religieux, hein, où les femmes ne sont évoquées dans ces textes que dès lors qu'elles peuvent procréer. Elles sont très rapidement évacuées des textes dans d'autres circonstances. Et effectivement, on assigne énormément la femme à son rôle reproductif. Et d'ailleurs, il y a une tradition hindoue qui s'appelle l'art du sati, où la femme, la veuve, doit se jeter dans le bûcher de son mari. Donc, vous voyez à quel point la femme n'a finalement pas beaucoup de considération au regard des textes religieux et au regard de la société. Donc, c'est effectivement un vrai problème. Je veux rappeler aussi que dans certaines professions médicales, il n'y a pas que les neurologues. Moi, il m'est arrivé à titre personnel une anecdote que je raconte pas dans le livre, mais que je vous livre. Lors de ma seconde grossesse, j'ai eu beaucoup de difficultés en début de grossesse et j'ai donc rencontré un gynécologue qui m'a fait une échographie, qui m'a dit, écoutez, je ne vois rien, mais ce n'est pas très grave. De toute façon, au pire des cas, vous ferez une fausse couche. Comment on peut laisser une femme dans ces circonstances-là? Une grossesse, c'est toujours quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire, en tout cas quand on a souhaité cette grossesse. Comment on peut dire une chose pareille à une femme? Je pense qu'il y a un manque d'humanité complet, mais qui est très probablement dû aussi au regard technique que le médecin porte sur le corps de la femme. Il fait des gestes techniques sans se rendre compte que ces gestes vont avoir un impact, que sa parole aussi aura un impact sur la femme. Parce que signifier à une femme qu'elle ne sert plus à rien parce qu'elle n'a plus justement cette capacité de procréer, c'est déjà un deuil énorme qu'elle doit faire, donc la société n'a pas à lui renvoyer à la figure à longueur de temps. Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est pas parce que les femmes peuvent procréer qu'elles le doivent nécessairement. Et ça, il faudrait aussi que la société l'intègre. Oui, c'est encore autre chose, mais vous avez raison de le rappeler. Jean-Marie? Oui, merci Annette, en tout cas de votre témoignage depuis le Puy-de-Dôme. On descend un petit peu, on va dans le Béarn à Pau et on retrouve Pierre au 0826 300 300. Bonjour Monsieur Bercoff. Bonjour Pierre. Oui, merci de me donner la parole. Bon, écoutez, moi je vous appelle, je suis dirigeant d'une agence de voyage. Et je voulais témoigner à double titre, déjà en tant que agent de voyage, et je voulais saluer tous mes confrères et toute la profession qui à l'heure actuelle subit la pire tempête que la profession ait vécue. Parce qu'il faut savoir que les agents de voyage et tout le monde du tourisme, on est très gentils, on ne descend jamais dans la rue, mais nous ça fait 10 ans qu'on en prend plein la gueule, pardonnez-moi le terme, entre les crises économiques, les attentats, les chikungunya, les tsunamis, j'en passe, les gilets jaunes, etc., etc. Et donc, hier, quand j'ai entendu les propos de nos gouvernants, mais j'ai envie de dire, mais c'est une plaisanterie de nous dire que les factures d'EDF et d'eau vont être suspendues. Mais c'est comme on dit dans le Béarn, c'est un coup de béret sur un âne. Il faut traduire que ça ne servira à rien. Là, le monde du tourisme est à l'agonie. Et je dis bien le secteur en entier est à l'agonie, les tours opérateurs, les agences de voyage, les compagnies aériennes. Donc, et là maintenant on voit par déferlement, donc ce sont toutes les entreprises françaises. Et on voit chaque jour que finalement c'est l'économie mondiale qui va être remise en jeu. Mais là, ça va être des centaines de milliards. Alors la question que je pose, est-ce que, parce qu'on s'aperçoit finalement que plus d'Europe, l'Europe là à l'heure actuelle ne sert strictement à rien. Chaque pays est en train de se refermer sur lui-même et d'essayer, pardonnez-moi le terme, mais de sauver sa gueule ou de faire le mieux. La question que je me pose... Oui, c'est ce qu'on voit. La question que je me pose, est-ce que l'euro va être dévalué et on va quand même faire marcher la planche à billets? Je ne sais pas. Quid? Alors là, maintenant, c'est le chef d'entreprise et tous les indépendants aussi que je salue parce que pour eux, c'est bonjour la galère. Est-ce que les banques vont autoriser les découverts et jusqu'à quel point les cartes bancaires vont être bloquées dans les distributeurs? Je pose la question. Et enfin, je voulais rebondir, dernier point, sur ce qu'un auditeur a déjà souligné hier. Je pense qu'il va falloir quand même que nos gouvernants actuels ou futurs se posent et prennent vraiment les moyens, mais à bras le corps,
pour aller chercher l'argent là où il est. On a parlé des cartes vitales falsifiées hier. On a parlé des retraites. 30 milliards de fraude par an. 30 milliards d'euros de fraude par an. Et on nous parle de déficit et ce sont tout le temps les mêmes qui payent. Et quand on se retrouve face à une crise grave, on nous dit il n'y en a pas de pognon. Les infirmières, elles crèvent la bouche ouverte depuis longtemps. On nous dit il n'y a pas d'argent. Les retraités, on a vu le tollé que ça fait parce que soi-disant il n'y a pas d'argent. L'argent, on l'a. Je reste persuadé qu'entre la France et l'Europe, l'argent, on l'a. Sauf qu'il est gaspillé, il est mal utilisé et donné, j'ai envie de dire que je suis politiquement peut-être incorrect, mais il va peut-être falloir arrêter aussi de faire du social à Thialarigot. Faire du social, oui, mais bien ciblé à des gens qui voilà. Faire du social en s'occupant d'abord des siens. Mais oui, on est bien d'accord. Voilà, donc... vous avez votre témoignage est tout à fait... Non, mais je veux dire, tout ce que vous dites, non seulement à l'aune du bon sens, mais c'est à l'aune d'un véritable cri d'alarme. Le cri d'alarme que vous pensez et que vous lancez est extrêmement de bon sens. Maintenant, est-ce qu'ils vont écouter ou pas? Est-ce qu'on va passer par une vraie crise encore pire que celle qu'on connaît, quand je parle crise économique et autres? De toute façon, vous savez, à un moment donné, tout se paye, et à un moment donné, il faudra bien qu'on ait des responsables qui voient le problème dans son ensemble, et pas justement par un bout de la lorgnette. On est tout à fait d'accord. Et merci à vous, Pierre, de nous avoir appelé depuis la ville de Pau. Juste avant de donner la parole à Hélène, au 0826 300 300, je voudrais vous lire, Laurence Taillade et André Berkoff, ce témoignage sur Facebook de Marie Legrand, qui nous dit « Pour ma 3e grossesse, l'anesthésiste m'a prévenu, moi, je cite, une femme qui hurle et qui ne sait pas se tenir, je ne lui fais pas de péridurale. » C'était à l'hôpital d'Auch, donc en 2002. Bravo. Eh ben voilà. On voit très bien que la connerie n'a pas de frontières. Exactement. Je le dis. Oui, on peut raconter une autre anecdote que j'évoque dans mon livre, où certains gynécologues pratiquent ce qu'on appelle le point du mari. Donc en fait, ils rétrécissent l'orifice vaginal après l'accouchement pour le plaisir du mari, sauf que c'est une véritable souffrance pour la femme qui l'a vécu. Et ça, c'est un grand nombre de gynécologues qui pensaient rendre un plaisir et un service immense à des époux qui finalement vivent aussi mal que leur femme le traumatisme vécu. Allez, 0826 300 300, on retrouve Hélène. Oui, je voudrais juste... Pour conclure vos témoignages sur Sud Radio. Oui, bonjour Hélène. Hélène, vous êtes en direct sur Sud Radio. Bonjour à vous Hélène. Eh bien non, bon, on est toujours en tout cas en direct avec André Berkoff et Laurence Taillade sur Sud Radio. Oui, je voudrais dire quelque chose juste par rapport à comment l'agent du tourisme là que nous avons eu, son prénom. Le témoignage, Pierre qui nous a appelé de Pau. Voilà, Pierre. C'est ça. Et je trouve ça effectivement assez terrifiant parce que là, il a soulevé un problème qui est là, qui va venir en même temps malheureusement et pas après le coronavirus, et on a une crise économique et vraiment, il serait temps de s'attaquer aux fraudes, on sait que c'est pas facile, etc., s'attaquer au gaspillage, s'attaquer aux fraudes, s'attaquer aux milliards d'euros dépensés annuellement et qui n'est pas dépensé où il faudrait qu'il soit dépensé et qui n'est pas attribué aux citoyens et aux citoyennes et aux hommes et aux femmes à qui il devrait être attribué. On a un problème vraiment très grave, et Laurence sera sûrement d'accord, c'est pas un problème d'hommes et de femmes, c'est un problème de citoyens et un problème politique. Merci à vous, voilà. Laurence Taillade, d'être intervenue sur Sud Radio dans l'émission d'André Berkoff. Je rappelle la référence de votre ouvrage, Être une femme en 2020, c'est publié aux éditions Michalon. Merci à vous, André Berkoff. Et c'est un très beau livre. Et c'est un très beau livre. Oui, de toute façon, vous ne faites jamais la promotion des livres que vous n'aimez pas. Donc on peut le dire, ça c'est votre franchise. Parlons vrai sur Sud Radio. Merci André Berkoff, bon confinement, continuez comme ça. Et on vous retrouve demain à midi en direct sur Sud Radio. Et évidemment, dans tous vos états, la journée, elle continue, toute l'après-midi. Vous retrouverez évidemment Brigitte Lahaye, Sud Radio. Vous retrouverez Trina Macdin. Vous retrouverez Christophe Bordet et toute la bande des Vraies Voix Sud Radio de 17h à 20h. En tout cas, nous poursuivons la journée à l'écoute des Clés d'une vie. Jacques Pessis aujourd'hui reçoit Catherine Pancol. Belle journée à vous sur Sud Radio.